Dossier Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la CPI. La Cour a ordonné leur libération immédiate ce mardi. Nouvelle manifestation à Bulawayo, Zimbabwe ce mardi. Elle a été dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène. Puis 8e anniversaire de la révolution tunisienne, une célébration marquée par les tensions sociales persistantes dans le pays. Ravi de vous savoir, nombreux rendez-vous, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. La Cour pénale internationale a acquitté ce mardi l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, poursuivi pour crimes contre l'humanité. Elle a également ordonné sa remise en liberté immédiate. Voici le reportage. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre chef du mouvement des jeunes patriotes Charles Blé Goudé ont été acquittés ce mardi de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale qui a ordonné leur mise en liberté immédiate. The chamber, by majority, hereby decides that the Par majorité, la Chambre décide que le procureur a échoué à satisfaire la charge de preuve conformément aux normes requises dans l'article 66 du statut de Rome, fait droit aux demandes d'acquittement de la défense de toutes les charges retenues contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés. Mais cette mise en liberté des deux accusés est suspendue jusqu'à mercredi afin de laisser le temps à l'accusation de répondre à la décision historique rendue par la CPI. Avec cet acquittement, le procès de Laurent Gbagbo, qui a démarré le 28 janvier 2016, s'est ainsi arrêté. Depuis le début du procès, le procureur a écouté 82 témoins. Premier ancien chef d'État à avoir été remis à la Cour, il est jugé pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011, né de son refus de céder le pouvoir à son rival, l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Les violences avaient fait en son temps 3000 morts en 5 mois. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel n'a pas retenu la candidature à l'élection présidentielle de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, ni celle de l'ex-ministre Karim Wade, tous deux frappés de condamnation judiciaire. Une décision que leurs partisans respectifs peinent à comprendre. Suivons ici la réaction du mandataire de Khalifa Sall. Considérer que Khalifa Ababacar Sall n'est pas électeur et pour cette raison en tirer conséquence qu'il ne peut pas être candidat à cette élection, relève purement et simplement de la forfaiture. Moi, je considère que le Conseil constitutionnel s'est fondé sur du faux pour aboutir à un mensonge judiciaire qui n'est donc pas une décision de justice. C'est un combat politique à mener parce qu'il nous faut comprendre dès à présent, et avec nous, tout le peuple sénégalais, qu'il est arrivé le moment pour mettre un terme aux forfaitures de Macky Sall. La police zimbabwéenne a fait usage de gaz lacrymogène ce mardi pour disperser des manifestants à Bulawayo, dans le sud du pays. Et ce, au deuxième jour d'une grève générale contre la hausse des prix des carburants décrétée par le gouvernement. Voici les détails. Si le calme prévaut dans les rues de Harare ce mardi matin, il n'en est pas de même dans la ville de Bulawayo. De nouvelles échauffourées y ont éclaté ce mardi. Les forces de l'ordre ont eu recours au gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Il faut dire qu'ils sont au deuxième jour d'une grève générale contre la hausse des prix des carburants décrétée par le gouvernement. Déjà la veille, des mouvements similaires opposant manifestants et forces de l'ordre ont fait plusieurs morts et de nombreux blessés. La police est intervenue à Harare et à Bulawayo, la deuxième ville zimbabwéenne, pour disperser des centaines de personnes qui avaient érigé des barricades et pillé des commerces au premier jour d'une grève générale décrétée par le principal syndicat du pays.
Les forces de l'ordre ont ouvert le feu à balles réelles contre les protestataires. Le ministre de la Sécurité, qui a renvoyé la responsabilité des violences à l'opposition et à la société civile, n'avait pas précisé le nombre de victimes décédées ou blessées. Il a toutefois précisé qu'au moins 200 personnes ont été arrêtées lors de ces troubles. Au lendemain de cette journée de manifestation, un opérateur de téléphonie a annoncé que l'accès à Internet était brouillé dans le pays. Notons que la Confédération syndicale du Zimbabwe a pour sa part réitéré son appel à la grève. Je l'annonçais en titre, la Tunisie a célébré ce lundi le 8e anniversaire de sa révolution, et ce dans un contexte de tensions sociales persistantes. Parallèlement, le puissant syndicat UGTT a lancé un appel à la grève générale dans la fonction publique pour jeudi. Voici les images. Ils étaient des milliers de Tunisiens à défiler drapeau en main sur l'avenue Bourguiba de Tunis. La manifestation qui marque le 8e anniversaire de la révolution de 2011 est un hommage aux victimes de la révolution. Je suis venu avec mes enfants pour célébrer la révolution et leur apprendre ce qui s'est passé pendant la révolution. En vérité, la révolution continue et n'a pas concrétisé la majorité des objectifs des jeunes. La journée a été marquée par l'appel de l'UGTT, le puissant syndicat de la Tunisie, à la grève générale dans la fonction publique ce jeudi. Du côté du pouvoir, on appelle plutôt à la retenue. Il faut qu'on empêche coûte que coûte ces choses-là. Si Dieu le veut, nous espérons pouvoir la limiter. Il y a encore 3 jours avant le jeudi, jour prévu de grève, nous allons essayer de sortir de cette situation. Les festivités ont eu lieu dans un contexte de tensions sociales persistantes. La révolte populaire de janvier 2011 avait été déclenchée par l'immolation par le feu le 17 décembre d'un jeune vendeur ambulant de Sidi Bouzid, excédé par la pauvreté et les humiliations policières. Le soulèvement a fait 338 morts et plus de 2100 blessés. 8 ans plus tard, la Tunisie apparaît comme l'unique rescapé du printemps arabe, mais la jeune démocratie reste engluée dans la morosité sociale. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a quitté ce lundi Rabat où il était en convalescence pour le Gabon. Le pays a fait face, rappelons-le, à des troubles politiques durant son absence. Absent du Gabon depuis 2 mois et demi, suite à un accident vasculaire cérébral AVC, le président gabonais Ali Bongo a quitté ce lundi le Maroc pour Libreville. Son retour au pays entre dans le cadre de la cérémonie de prestation de serment du nouveau gouvernement qu'il va présider. Cette prestation de serment intervient 4 jours après la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale, après 8 mois sans député. Les médecins ont estimé que ce voyage ne présentait aucun danger pour sa santé, a indiqué son entourage ce lundi dans la soirée. Ce sera la première apparition publique d'Ali Bongo depuis le 24 octobre, car depuis son hospitalisation à Riyad, en Arabie Saoudite, les rumeurs n'ont cessé de courir sur son état de santé, certains n'hésitant pas à le donner mort. Sa dernière apparition fut lors des traditionnels vœux de la Saint-Sylvestre. Mais le 7 janvier dernier, 5 militaires ont appelé sur la radio d'État au soulèvement populaire pour sauver la démocratie, préserver l'intégrité du territoire national et la cohésion nationale. Ceux-là estimaient que la prise de parole d'Ali Bongo le 31 décembre était une honte pour un pays qui a perdu sa dignité. 2 d'entre eux ont été abattus par les forces de sécurité, les autres ont été arrêtés. Aussi, profitant du vide, l'opposition a plusieurs fois appelé la Cour constitutionnelle à constater une vacance de pouvoir, à noter que ni l'entourage du président Ali Bongo, ni l'ambassade du Gabon au Maroc n'ont indiqué si ce retour était définitif. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a commencé à examiner ce mardi le recours contestant les résultats de la présidentielle du 30 décembre introduit par l'opposant Martin Fayoulou. Ce dernier espère ainsi rétablir la vérité des urnes. Reportage. La Cour constitutionnelle va commencer à examiner ce mardi le recours de l'opposant congolais Martin Fayoulou. Les audiences devraient être publiques et radio-télévisées. Arrivé 2e lors du scrutin du 30 décembre dernier,
Le candidat Martin Fayulu conteste les résultats provisoires publiés par la commission électorale, proclamant un autre opposant, Félix Tshisekedi, vainqueur de la présidentielle avec 38,57%. Mais alors que la Cour constitutionnelle se prépare à examiner le recours de Martin Fayulu, un expert en droit constitutionnel commente les dénouements éventuels. La Cour peut annuler totalement ou partiellement. La Cour peut aussi valider pour asseoir son intime conviction sur les allégations présentées à partir des éléments étayant ces allégations. La Cour peut avoir des doutes. Et à partir de là, elle peut prendre des mesures exceptionnelles. C'est notamment ce recomptage de voix. Et vous verrez, c'est là. Après cette dite favorable ce week-end à un recomptage des voix de la présidentielle contestée en République démocratique du Congo, la communauté de développement d'Afrique australe a adouci ses propos ce lundi en estimant qu'il revenait aux autorités compétentes congolaises d'en décider ainsi. Puis au Japon, le président du comité olympique a nié devant la presse être impliqué dans les versements suspects d'argent effectués en 2013, et ce pour l'obtention des Jeux olympiques de Tokyo en 2020, pour lesquels il a été mis en examen en France il y a un mois. Le président du comité olympique japonais, dont les déboires judiciaires posent désormais la question de son maintien au sein du comité international olympique, est soupçonné d'avoir autorisé deux versements suspects pour un total de 2,8 millions de dollars singapouriens, soit 1,8 million d'euros en 2013, pendant la campagne de candidature japonaise. En septembre 2013, à Buenos Aires, Tokyo avait décroché ses Jeux par 60 voix contre 36 pour Istanbul. Dans une déclaration qu'il a lue devant la presse ce mardi, il a assuré être innocent et vouloir le démontrer à la justice française en coopérant pleinement à l'enquête en cours. À la demande des autorités françaises, j'ai passé une audience le 10 décembre à Paris où j'ai répondu à l'ensemble des questions posées pour prouver mon innocence. Je suis vraiment désolé que ce problème puisse affecter le mouvement olympique, le comité d'organisation et toutes les personnes impliquées dans des préparatifs menés avec brio en vue de l'organisation des Jeux de 2020. Quant au comité d'organisation de Tokyo 2020, il dit dans un bref communiqué ne pas avoir les moyens de connaître les détails des activités du comité de candidature, puisque l'instance d'organisation n'a été créée qu'après la sélection de Tokyo. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à très bientôt.